Un chien âgé abandonné sur la route froide tremblait de peur jusqu'à ce qu'un majestueux cheval sauvage le trouve. Ce qui s'est passé ensuite a ému les cœurs et changé des destins à jamais. Une histoire de protection inattendue, d'amitié improbable et d'un miracle de la nature que personne n'aurait pu prévoir. Préparez-vous pour un voyage émouvant qui renouvellera votre foi dans les liens les plus purs. Abonnez-vous, laissez un j'aime et commentez d'où vous regardez cette histoire incroyable. Que se passe-t-il lorsque l'abandon se transforme en commencement? Lorsque la solitude d'un être rencontre son improbable compagnon au moment le plus sombre? Il y a des histoires qui naissent des ombres, révélant que la compassion peut surgir là où on l'attend le moins, dans le cœur de ceux que nous imaginons le moins capables d'en éprouver. Par un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient au vent comme des souvenirs sur le point d'être oubliés, une voiture ralentit sur la route départementale qui traverse la campagne auvergnate. Le silence de cet instant fut brisé par le crissement des roues sur le gravier. La portière arrière s'ouvrit avec un grincement plaintif, comme si le véhicule lui-même protestait contre ce qui allait se produire. Un vieux labrador au pelage doré, déjà délavé par les années, fut poussé dehors. Ses yeux, embués, par l'âge mais toujours expressifs, reflétaient l'incompréhension. 12 ans de loyauté s'achevaient ainsi, par une poussée et le grondement du moteur qui accélérait. La voiture n'hésita pas. Elle s'éloigna rapidement, ne laissant derrière elle que la poussière de la route et un animal confus, qui, malgré son âge avancé et ses pattes douloureuses, tenta encore de courir après la famille qui l'abandonnait. « Revenez, s'il vous plaît, revenez !» Ses aboiements semblaient dire alors qu'il boitait en direction de la voiture qui disparaissait déjà dans le virage, indifférente à ses appels canins. La respiration haletante de l'animal formait de petits nuages dans l'air froid. Ses muscles, autrefois forts et agiles, protestaient maintenant à chaque pas, jusqu'à ce qu'il cède, finalement. Le labrador s'arrêta, tremblant non seulement à cause du froid qui commençait à s'intensifier avec la tombée du jour, mais aussi à cause d'une compréhension primordiale qui envahissait son être. Il avait été laissé derrière. Mais tous les yeux ne sont pas indifférents à la douleur d'autrui. Dans les pâturages adjacents à la route, un imposant cheval au pelage noir comme une nuit sans lune observait attentivement la scène qui venait de se dérouler. Ce n'était pas un cheval ordinaire. Les habitants de cette région le connaissaient bien, ou plutôt connaissaient les histoires qui l'entouraient. Le gardien des collines, ainsi l'appelait-il. Un esprit libre qui errait sur ces terres depuis des années, rejetant avec férocité toute tentative de domestication. Le cheval noir resta immobile quelques instants. Seuls ses yeux attentifs bougeaient, suivant le vieux chien qui maintenant se couchait, épuisé, sur le bas-côté de la route. Que se passait-il dans cet esprit sauvage? Quelle pensée traversait cette conscience que les humains sous-estiment tant? Les anciens de la région racontaient toujours que ce cheval possédait une sagesse ancienne, une capacité presque surnaturelle à sentir la souffrance des autres êtres. N'était-ce que des histoires nées de l'imagination d'un peuple profondément connecté à la nature, ou y avait-il une part de vérité? L'obscurité commençait à étreindre le paysage. Le danger grandissait à chaque minute pour le labrador sans défense. Des voitures passaient occasionnellement à toute vitesse, leurs phares éclairant brièvement le corps doré du chien, qui n'avait même plus l'énergie de s'écarter. C'est alors que l'impensable se produisit. Les sabots du cheval noir touchèrent doucement le sol tandis qu'il s'approchait. Non pas avec la férocité qu'il réservait aux humains qui tentèrent de le capturer, mais avec une prudence presque révérencieuse. Le labrador leva la tête, ses yeux fatigués rencontrant ceux du majestueux animal qui se tenait maintenant à ses côtés. Il n'y eut pas de peur, seulement une étrange compréhension mutuelle qui transcendait les barrières entre espèces. Avec une délicatesse surprenante, le cheval utilisa son museau pour pousser gentiment le corps du chien, le guidant loin de l'asphalte dangereux. Le labrador résista initialement, son instinct le retenant encore à cet endroit où il avait vu sa famille pour la dernière fois. Mais l'insistance du cheval et le froid croissant de la nuit finirent par le convaincre. Titubant, il suivit le cheval sauvage loin de la route, pénétrant dans la sécurité relative des pâturages adjacents. Ce que personne ne pouvait imaginer,
c'est que cette rencontre improbable, née de la cruauté humaine et de la compassion animale, ne serait que le début d'un voyage extraordinaire. Un voyage qui, au cours des 6 mois suivants, non seulement changerait la vie de ces deux êtres si différents, mais toucherait aussi les cœurs humains et transformerait une communauté entière. Les premiers jours furent ceux d'une adaptation prudente. Le Labrador, qui durant toute sa vie n'avait connu que le confort d'un foyer humain, devait maintenant apprendre les règles de la survie en plein air. Le cheval, quant à lui, devait ajuster ses habitudes solitaires pour accueillir la présence d'un compagnon âgé et fragilisé. La 3e nuit après l'abandon, le ciel s'assombrit de manière menaçante. Des nuages lourds s'amoncelèrent, apportant avec eux non seulement la promesse de pluie, mais aussi la menace d'un violent orage. L'air devint dense, chargé d'électricité. Pour un chien âgé, récemment abandonné et sans abri, une telle nuit pouvait être fatale. Les premiers coups de tonnerre résonnèrent comme des tambours lointains, annonçant la fureur à venir. Le Labrador, effrayé, commença à tourner en rond, cherchant instinctivement un endroit où se cacher. C'est alors que le cheval apparut de nouveau, se déplaçant avec détermination. Il ne hennissait pas, ne faisait pas de mouvements brusques. Il se positionna simplement à côté du chien et commença à marcher, regardant en arrière de temps en temps comme pour l'inviter à le suivre. Et le chien suivit. À travers des sentiers connus seulement des animaux sauvages de cette région, ils avancèrent, tandis que les premières gouttes lourdes commençaient à tomber. Le chemin les mena à une formation rocheuse naturelle qui surplombait une petite cavité, un abri parfait contre l'orage qui s'abattait maintenant avec toute sa fureur. Là, protégés de la pluie torrentielle, les deux animaux passèrent la nuit. Le cheval se positionna de manière à bloquer l'entrée, protégeant le vieux chien des vents froids qui accompagnaient la tempête. Cette attitude, ce geste de protection, établit entre eux une confiance initiale, un lien primordial né non pas de mots ou de promesses, mais d'actions concrètes de soins. La pluie lava la terre, transforma les ruisseaux en torrents furieux, abattit les branches fragiles et emporta les dernières feuilles de l'automne. Mais lorsque l'aube arriva enfin, apportant un soleil timide qui tentait de percer les nuages restants, ce que la tempête n'avait pas réussi à emporter, c'était la nouvelle connexion formée entre ces deux survivants improbables. À partir de ce jour, le chien se mit à suivre le cheval partout où il allait. Au début, il maintenait une distance respectueuse, comme un admirateur timide. Mais au fil des jours, la distance diminua, la confiance grandit. Pour les rares personnes qui eurent le privilège de les observer de loin, c'était comme assister à une danse silencieuse d'adaptation mutuelle. Le cheval, ralentissant son pas pour s'adapter aux pattes fatiguées du vieux chien, le Labrador, apprenant le langage corporel de son nouveau protecteur. Parmi les plus anciens habitants de cette région rurale française, existe une croyance profondément ancrée dans le folklore local. Les animaux qui s'unissent pendant les satyres orages forment des liens bénis, créés et approuvés par les éléments mêmes de la nature. Union née de la tourmente dure plus que la vie elle-même, disent les anciens. Et peut-être y avait-il une part de vérité dans cette sagesse populaire, car chaque jour qui passait semblait renforcer le lien entre le cheval sauvage et le chien abandonné. Une semaine après le début de cette improbable amitié, un autre personnage entra dans cette histoire. Aux limites d'une petite parcelle de terre qui résistait comme une île au milieu des grandes exploitations agricoles, vivait une femme de 45 ans nommée Isabelle, connue dans la région autant pour sa détermination, inébranlable que pour sa connaissance des plantes médicinales. Fille et petite-fille de guérisseuses locales, elle portait dans ses mains calleuses l'héritage de générations de femmes qui connaissaient les secrets de la terre. Ce matin-là, alors qu'elle cueillait des herbes sur les collines qui bordaient sa petite propriété, ses yeux attentifs captèrent un mouvement inhabituel au loin. Initialement, elle pensa qu'il s'agissait d'une illusion créée par la lumière matinale filtrant à travers les arbres. Mais en observant plus attentivement, l'image devint claire. Le fameux cheval sauvage de la région, celui que tout le monde connaissait pour sa nature farouche, marchait lentement, suivi par un vieux chien au pelage doré. Isabelle interrompit son travail, laissant son panier d'herbes reposer sur le sol tandis qu'elle observait, fascinée,
cette scène improbable. Le cheval s'arrêtait occasionnellement, regardant en arrière comme pour vérifier si son compagnon parvenait à le suivre. Lorsque le chien montrait des difficultés sur les terrains plus accidentés, le cheval ajustait son chemin, cherchant des passages plus faciles. « C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue », murmura-t-elle pour elle-même, sentant une émotion inexplicable lui monter à la gorge. Dans sa vie marquée par les pertes, la mort prématurée de son mari, la réduction progressive de ses terres, avalée par de grandes entreprises, le départ de ses enfants pour la grande ville en quête d'opportunités, cette vision semblait un cadeau, un rappel que même dans le monde naturel, apparemment régi par la loi du plus fort, il y avait de la place pour la compassion et le soin. La femme portait ses propres fardeaux. Son petit lopin de terre, dernier vestige de la ferme prospère, qui avait appartenu autrefois à sa famille, était constamment menacé. Des représentants d'une grande entreprise agricole se présentaient régulièrement à sa porte avec des offres d'achat qui, bien que tentantes d'un point de vue financier, signifieraient renoncer non seulement à un terrain, mais aussi à sa propre identité, à sa connexion avec ses ancêtres, à son mode de vie. Observant ces deux animaux, si différents l'un de l'autre mais unis par des circonstances qu'elle ignorait, Isabelle sentit quelque chose s'éveiller en elle. Une curiosité, un intérêt, peut-être même un but. Sans trop réfléchir, elle prit une décision. Elle aiderait ce duo improbable, mais elle le ferait en respectant la nature sauvage du cheval et la dignité du vieux chien. Le lendemain, elle retourna au même endroit, emportant cette fois non seulement son panier à herbes, mais aussi une petite gamelle d'eau fraîche et un récipient contenant de la nourriture adaptée aux chiens âgés. Une connaissance qu'elle avait acquise en s'occupant de ses propres animaux au fil des ans. Elle déposa le tout à un point stratégique où elle avait observé le passage du duo et s'éloigna, se cachant partiellement derrière un arbre feuillu. L'attente fut longue, mais récompensée. Lorsque le cheval noir apparut enfin à l'horizon, toujours suivi par le fidèle labrador, Isabelle retint sa respiration. Elle vit le cheval s'arrêter, les naseaux dilatés captant l'odeur de la nourriture, les yeux alertes cherchant un danger. Le chien, cependant, reconnut immédiatement l'arôme du repas préparé et s'avança avec empressement. Le cheval hennit, comme pour avertir son compagnon d'un possible danger, mais la faim du vieux chien fut plus forte. Il s'approcha prudemment des gamelles, regardant à plusieurs reprises le cheval comme pour demander la permission. Après quelques instants d'hésitation, il commença à manger avidement, montrant qu'il ne s'était probablement pas nourri correctement depuis son abandon. Le cheval se tint à distance, vigilant, les yeux fixés dans la direction où Isabelle se cachait. Pendant un moment troublant, la femme fut certaine qu'il pouvait la voir, sentir sa présence. Il y avait une intelligence dans ses yeux, une compréhension qui allait au-delà de ce que l'on attribue habituellement aux animaux. Ce rituel se répéta pendant plusieurs jours. Isabelle laissait de la nourriture et de l'eau, s'éloignait et observait à distance. Progressivement, elle introduisit de petits changements. Un jour, elle laissa la nourriture plus près de sa cachette. Un autre, elle resta visible pendant que le chien mangeait, bien qu'immobile et silencieuse. À chaque petit ajustement, elle testait les limites de la confiance qui s'établissait lentement. Le cheval restait méfiant, gardant toujours une distance de sécurité, mais n'empêchait plus le chien de s'approcher de la nourriture, même lorsque celle-ci était placée plus près de la présence humaine. C'était comme s'il avait fait une évaluation et conclut que cette femme spécifique ne représentait pas une menace immédiate pour son compagnon canin. Ce fut lors d'une de ces observations qu'Isabelle remarqua quelque chose qui lui avait échappé auparavant. Le vieux chien portait toujours un collier, usé par le temps et partiellement caché par le poil de son cou. Utilisant de petites jumelles qu'elle emportait pour identifier les plantes à distance, elle parvint à distinguer une médaille métallique attachée au collier. Elle était usée, mais contenait encore quelque chose d'inscrit, possiblement un nom ou des informations sur le propriétaire. Cette découverte éveilla en elle une nouvelle détermination. Il ne s'agissait plus seulement de nourrir un animal abandonné. Elle voulait maintenant découvrir qui avait été capable d'abandonner un chien âgé au bord d'une route de campagne. Il y avait une indignation grandissante en elle,
un sens de la justice qui s'alignait parfaitement avec sa propre lutte contre ceux qui rejetaient ce qu'il considérait comme superflu, que ce soit un animal fidèle qui avait vieilli, ou une petite propriété familiale qui se trouvait sur le chemin du soi-disant progrès. Les jours suivants, tout en continuant sa routine de nourrir le chien et d'observer l'extraordinaire partenariat entre lui et le cheval sauvage, Isabelle commença également une enquête, discrète. Elle demandait aux quelques voisins qui restaient encore dans les environs si quelqu'un avait vu une voiture s'arrêter sur la route, s'ils connaissaient une famille qui avait un labrador âgé, s'ils avaient remarqué quelque chose de suspect récemment. Les réponses étaient vagues, évasives. Dans les petites communautés rurales comme celle-ci, les gens avaient tendance à se protéger les uns les autres, même lorsqu'ils désapprouvaient leurs actions. Le code du silence n'était pas facile à briser. De plus, avec l'exode rural constant causé par l'expansion de l'agro-industrie, de nombreuses familles avaient déménagé ces dernières années, rendant difficile de retrouver qui aurait pu être le propriétaire du chien. Isabelle, cependant, était connue pour sa persévérance. Têtue comme une mule, disaient certains, avec un mélange d'admiration et d'exaspération. La même détermination qui la faisait résister aux pressions pour vendre sa terre la poussait maintenant à découvrir la vérité sur l'abandon du vieux labrador. Pendant que son enquête discrète se poursuivait, la relation avec les deux animaux évoluait lentement. 2 semaines après la première offre de nourriture, elle réussit quelque chose d'extraordinaire. Le chien lui permit de le toucher brièvement pendant qu'il mangeait. Le contact ne dura que quelques secondes. Une main douce se posant sur le pelage rêche et emmêlé, mais représenta une grande avancée. Le cheval observa la scène à quelques mètres de distance, les oreilles dressées, les muscles tendus, prêt à intervenir au moindre signe de danger. Mais quand le chien ne montra aucune peur, juste l'acceptation de la présence humaine, le grand animal sauvage sembla se détendre légèrement. Ce fut lors d'un de ces brefs contacts qu'Isabelle réussit enfin à lire ce qui était gravé sur la médaille « Max », suivi de lettres partiellement effacées qui semblaient former un nom de famille. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Un nom pour remplacer le vieux chien ou le labrador dans ses pensées. « Max », appela-t-elle doucement le lendemain en déposant la nourriture. L'effet fut instantané et émouvant. Le chien leva la tête, ses oreilles s'agitèrent, ses yeux fatigués s'illuminèrent d'une lueur de reconnaissance. Il connaissait ce nom. Il se souvenait d'avoir été appelé ainsi. Pendant un moment douloureux, Isabelle imagina combien de fois il avait dû entendre ce nom au cours des 12 années précédentes. Combien de souvenirs étaient associés à ces 3 sons simples qu'elle prononçait maintenant. « Max », répéta-t-elle, et cette fois le chien s'approcha plus rapidement, avec plus de confiance. Les jours d'observation prudente à distance touchaient progressivement à leur fin. Un nouveau chapitre commençait dans cette histoire improbable, unissant encore plus le destin de la femme à celui des 2 animaux qu'elle observait. Mais la vie suit rarement un chemin lisse et prévisible. 2 mois après l'abandon initial, alors qu'une routine confortable s'était établie, Isabelle laissant de la nourriture quotidiennement, le chien Max répondant à son nom et permettant des caresses plus longues, le cheval sauvage observant le tout à une distance sûre. L'équilibre fragile fut brisé par une crise inattendue. Par un matin particulièrement froid, Isabelle arriva à l'endroit habituel avec la nourriture de Max, mais le chien n'apparut pas à l'heure coutumière. Elle attendit, inquiète, jusqu'à ce qu'elle aperçoive enfin le cheval noir à l'horizon. Il venait seul, à un pas plus rapide que d'habitude. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, hennit bruyamment et se retourna, comme s'il attendait qu'elle le suive. « Que s'est-il passé? Où est Max ?» demanda-t-elle, sachant qu'elle n'obtiendrait pas de réponse verbale, mais impressionnée par l'attitude de l'animal sauvage qui semblait délibérément communiquer avec elle. Le cheval hennit de nouveau, plus impatient cette fois, et fit quelques pas dans la direction d'où il venait, se retournant pour la regarder. Le message était clair même pour quelqu'un de moins à l'écoute du comportement animal. « Suivez-moi ». Abandonnant la nourriture à l'endroit habituel, Isabelle suivit le cheval. Il maintenait une distance constante, s'arrêtant occasionnellement, pour s'assurer qu'elle le suivait toujours. Après environ 15 minutes de marche, ils arrivèrent à une petite clairière protégée par des arbres denses.
Là, couché sur un lit improvisé de feuilles sèches, se trouvait Max. La situation était préoccupante. Le vieux chien respirait difficilement. Ses yeux étaient ternes et une sécrétion épaisse coulait de son nez. Il ne réagit pas quand Isabelle s'approcha et appela son nom, émettant seulement un gémissement bas et douloureux. L'âge avancé, combiné à des mois de vie dans des conditions précaires, après une vie entière de confort domestique, finissait par faire payer son tribut. Isabelle s'agenouilla à côté de l'animal malade, l'examinant attentivement. Sa connaissance des plantes médicinales, bien qu'étendue, était principalement axée sur les traitements pour les humains. Mais certains principes de base s'appliquaient à tous les êtres vivants, et elle savait reconnaître les signes d'une infection respiratoire sérieuse. « Je dois l'emmener chez moi », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les animaux. Là, je pourrais m'occuper de lui correctement. Mais lorsqu'elle tenta de prendre Max dans ses bras, le cheval sauvage, qui jusqu'alors observait la scène à quelques mètres de distance, s'avança soudainement. Non pas de manière agressive, mais en se positionnant entre elle et le chien. Malade, les yeux fixés dans les siens dans un défi silencieux. Isabelle recula, comprenant le dilemme. Le cheval l'avait amenée jusqu'ici parce que, d'une manière ou d'une autre, il comprenait qu'elle pouvait aider. Mais il ne faisait pas assez confiance pour lui permettre d'emporter son compagnon loin de lui. La confiance qui s'était construite, au fil des semaines, avait des limites claires. « D'accord, dit-elle doucement. Je comprends votre inquiétude, mais il a besoin d'aide et je ne peux pas tout amener jusqu'ici. » Après un moment de réflexion, Isabelle prit une décision. Elle se leva lentement, en maintenant toujours le contact visuel avec le cheval, et dit « Je vais revenir, promis. J'apporterai ce que je peux pour l'aider ici même. » Le chemin du retour vers sa maison ne lui parut jamais aussi long. L'inquiétude, pour l'état de Max, accélérait ses pas, tandis que son esprit travaillait frénétiquement, planifiant ce qu'elle rapporterait à la clairière. Dans sa cuisine, qui servait aussi de petite pharmacie naturelle, elle rassembla rapidement diverses herbes et préparations. Du miel sauvage aux propriétés antibiotiques, une infusion concentrée de propolis, des feuilles séchées de thym et d'eucalyptus connus pour leurs propriétés expectorantes, de la racine de gingembre pour combattre la fièvre. Elle prépara également une sorte de bouillon nutritif, faisant bouillir des os et de la viande avec des herbes fortifiantes, quelque chose qui pourrait être facilement avalé même par un animal très affaibli. Tout en travaillant, elle se parlait à elle-même, une habitude qu'elle avait développée pendant des années de solitude. Qui abandonne un vieil animal à son sort? Quel genre de personne fait ça après 12 ans de vie commune? Et quelle ironie du destin, être sauvé par un animal sauvage, recevoir plus de compassion d'un cheval farouche que de sa propre famille humaine. Ces paroles portaient non seulement l'indignation face à l'abandon de Max, mais aussi des réflexions plus profondes sur ses propres expériences. Elle connaissait bien elle-même le sentiment d'être considérée comme superflue, un obstacle à éliminer pour laisser place au soi-disant progrès. Sa petite propriété, vue comme insignifiante selon les normes modernes d'efficacité agricole, était constamment la cible de pression à la vente, tantôt par des offres financières alléchantes, tantôt par des tactiques plus agressives, comme le détournement de cours d'eau qui irriguaient traditionnellement ces terres. Lorsqu'elle retourna à la clairière, portant un lourd sac contenant ses préparations médicinales, elle trouva le cheval sauvage couché près du chien malade, comme s'il tentait de réchauffer le corps tremblant du vieil animal, avec sa propre chaleur corporelle. La scène était si inattendue, si contraire au comportement naturel attendu d'un animal sauvage, qu'Isabelle s'arrêta un instant, sentant ses yeux s'embuer de larmes. Le cheval se leva en percevant son approche, mais ne s'éloigna pas complètement comme il avait l'habitude de le faire. Il resta à proximité, observant attentivement tandis qu'elle s'agenouillait de nouveau à côté de Max. Les jours suivants établirent une nouvelle dynamique entre les trois. Isabelle se mit à visiter la clairière 3 fois par jour, apportant toujours de nouvelles préparations médicinales et de la nourriture adaptée à un chien malade. Le cheval, bien que toujours prudent, permettait ces visites, semblant comprendre qu'elles étaient essentielles à la guérison de son compagnon. Pendant ces visites, la femme parlait constamment, à Max, au cheval, à elle-même. Elle racontait des histoires de sa jeunesse,
comment elle avait appris les plantes médicinales avec sa grand-mère, comment elle avait résisté aux pressions pour abandonner son mode de vie traditionnel. D'une certaine manière, elle partageait sa propre histoire de résistance et de survie avec ses deux survivants improbables. Le 4e jour, Max montra les premiers signes clairs d'amélioration. Sa respiration était devenue moins laborieuse. La fièvre avait cédé et il réussit à manger avec plus d'appétit. Quand Isabelle arriva pour sa visite matinale, il tenta même de se lever pour l'accueillir, bien que ses pattes fragiles tremblassent encore sous l'effort. Mais ce fut le 6e jour que se produisit le moment le plus significatif. Alors qu'elle soignait Max, appliquant une pommade cicatrisante sur une petite blessure à sa patte, Isabelle sentit une présence proche. Elle leva les yeux et trouva le cheval noir arrêté à moins d'1 mètre de distance, observant ses mouvements avec intensité. Lentement, sans mouvement brusque, elle tendit la main ouverte dans sa direction. Un geste de paix, d'offre de confiance. Le cheval resta immobile pendant de longues secondes. Puis, dans un mouvement qui coupa le souffle à Isabelle, il étendit son cou et toucha brièvement la main tendue avec son museau avant de reculer. Le contact dura moins d'1 seconde, mais sa signification était immense. Une barrière avait été brisée, un nouveau niveau de confiance établi. À partir de ce jour, les soins à Max devinrent un effort conjoint. Le cheval se mit à permettre à Isabelle de s'approcher davantage, parfois même broutant tranquillement pendant qu'elle soignait le chien. À certaines occasions, il semblait presque superviser le travail, observant attentivement chaque application de remède, chaque changement dans l'alimentation de son ami canin. À mesure que Max retrouvait ses forces, Isabelle commença à apporter de petits cadeaux aussi pour le cheval, des pommes particulièrement sucrées, des carottes fraîches cueillies dans son propre potager. Au début, il refusait de manger en sa présence, attendant qu'elle s'éloigne. Mais avec le temps, il commença à accepter les offrandes directement de sa main, un geste de confiance extraordinaire pour un animal qui avait toujours rejeté toute forme d'interaction humaine. La guérison de Max coïncida avec une découverte troublante pour Isabelle. En revenant d'une de ses visites à la clairière, elle trouva sur sa porte une enveloppe officielle. À l'intérieur, une notification formelle l'informant qu'une partie de sa propriété, justement la zone qui incluait les collines où habitait le cheval sauvage, était réquisitionnée pour la construction d'un tronçon de route destiné à faciliter l'écoulement de la production agricole de la Boue région. Le document était rempli de termes techniques et de justifications sur l'intérêt public et le développement économique, mais son essence était claire. En quelques mois, des engins lourds envahiraient ce sanctuaire naturel, détruisant les habitats, chassant la faune locale et, probablement, forçant le cheval sauvage à abandonner son territoire. La nouvelle tomba comme un coup de foudre sur Isabelle. Il ne s'agissait pas seulement d'une menace de plus contre sa propriété, quelque chose à quoi elle était malheureusement habituée. C'était une menace directe contre l'équilibre délicat qui s'était établi entre elle, Max et le cheval sauvage. C'était la possibilité réelle de destruction de l'habitat que le cheval avait choisi et, par conséquent, du refuge qu'il avait créé pour le chien abandonné. Pendant un moment, elle se sentit écrasée par le poids de la nouvelle. Qui était-elle? Après tout, une femme seule luttant contre des forces bien plus grandes qu'elle. Une relique d'un mode de vie que beaucoup considéraient comme dépassé. Comment pourrait-elle affronter les administrations, les entreprises et l'avancée implacable du soi-disant progrès? Mais alors, quelque chose s'éveilla en elle. Une détermination renouvelée, nourrie non seulement par sa propre résistance, mais aussi par l'extraordinaire histoire de résilience et de compassion dont elle était témoin quotidiennement dans la relation entre le cheval et le chien. Si un animal sauvage pouvait défier sa propre nature pour protéger un être dans le besoin, qui était-elle pour abandonner sans combattre? Le lendemain, au lieu de succomber au découragement, Isabelle entama une nouvelle bataille. Armée de sa connaissance approfondie de la flore et de la faune locale, elle commença à documenter méticuleusement la biodiversité de la région menacée. Elle photographia des espèces de plantes indigènes, certaines ayant des propriétés médicinales, encore peu étudiées par la science formelle. Elle enregistra la présence d'animaux sauvages, y compris certaines espèces qui,
bien que non officiellement classés comme menacés, devenaient de plus en plus rares en raison de l'expansion agricole. Et bien sûr, elle documenta l'extraordinaire amitié entre le cheval sauvage et le chien âgé. Des photographies soigneusement prises à distance, de petites vidéos capturées avec une caméra simple, des preuves d'une relation interspécifique, si inhabituelle qu'elle pourrait intriguer même les scientifiques les plus sceptiques. Sa campagne commença modestement par des visites à la mairie locale et des conversations avec les quelques voisins qui restaient dans la région. Au début, elle affronta le même scepticisme et la même indifférence que d'habitude. « On ne peut pas arrêter le progrès », disaient certains. « Une route apportera des bénéfices. Pour tous », argumentèrent d'autres. Mais Isabelle avait un atout qu'elle ne possédait pas auparavant. Une histoire. Un récit puissant sur la compassion, sur la façon dont un animal sauvage avait fait preuve de plus d'humanité que beaucoup d'humains. Et les histoires, comme elle le savait bien, ont le pouvoir de toucher les cœurs là où les arguments rationnels échouent. Lentement, sa campagne prit de l'ampleur. Un journaliste du petit journal local, initialement sceptique, fut suffisamment intrigué pour visiter les lieux et témoigner par lui-même de l'improbable amitié entre le cheval et le chien. Son article, bien que publié dans un média à diffusion limitée, fut le premier à attirer l'attention sur la situation. Au 4e mois après l'abandon de Max, un événement inattendu ajouta une nouvelle dimension à l'histoire. L'institutrice, de l'unique école primaire qui fonctionnait encore dans la région, inspirée par l'article du journal local, organisa une sortie scolaire pour ses élèves. L'idée était simple, utiliser l'histoire du cheval et du chien comme base pour un projet pédagogique sur l'empathie et la préservation de l'environnement. Isabelle, initialement hésitante à autoriser la présence d'enfants bruyants près des animaux, finit par accepter, en établissant des règles strictes. Les élèves devaient rester à une distance de sécurité, parler à voix basse et suivre toutes les consignes des adultes. À sa surprise, les enfants firent preuve d'un respect et d'une sensibilité que beaucoup d'adultes semblaient avoir perdu. Observant de loin, les enfants furent émerveillés de voir le grand cheval noir brouter tranquillement, tandis que le vieux labrador se reposait à son ombre. L'institutrice, une jeune femme aux idées progressistes sur l'éducation, profita de l'occasion pour discuter non seulement des questions environnementales, mais aussi de valeurs comme la loyauté, la compassion et le respect des différences. Ce qui avait commencé comme une simple sortie scolaire se transforma rapidement en un projet scolaire plus vaste. Les enfants, profondément touchés par ce qu'ils avaient vu, créèrent des dessins, écrivirent des histoires et même de petites pièces de théâtre inspirées par le cheval et le chien. Leurs travaux furent exposés d'abord à l'école, puis sur la petite place du village pendant le marché hebdomadaire. Des parents qui avaient auparavant ignoré les alertes d'Isabelle sur la destruction environnementale que la nouvelle route causeraient d'entendre maintenant leurs propres enfants défendre passionnément la préservation de ce lopin de terre, où vivait le cheval qui a adopté un petit chien. L'histoire, amplifiée par l'innocence et l'enthousiasme enfantin, commença à pénétrer la conscience communautaire. Ce fut dans ce contexte de prise de conscience croissante qu'un autre personnage entra dans l'histoire. Un vétérinaire. Itinérant, le docteur Moreau, qui parcourait les zones rurales offrant des services de base pour les animaux de ferme, entendit parler du cas alors qu'il intervenait dans une propriété voisine. Intrigué, il proposa d'examiner le vieux labrador. Isabelle, qui avait soigné Max avec ses connaissances traditionnelles en herboristerie, accueillit l'offre avec gratitude. Bien que le chien aille visiblement mieux, son pelage autrefois terne brillait de nouveau. Ses yeux avaient retrouvé une partie de leur éclat, et il parvenait à marcher sans montrer autant d'inconfort. Elle savait que ses méthodes avaient des limites. L'examen eut lieu dans la clairière même, avec le cheval sauvage observant à une distance sûre, clairement méfiant envers l'étranger qui manipulait son compagnon canin. Le vétérinaire, un homme d'âge mûr avec des décennies d'expérience, travailla avec des mouvements calmes et assurés, parlant doucement à l'animal pendant toute la procédure. Il est étonnamment bien, compte tenu de son âge et de ce qu'il a dû traverser, commenta-t-il, en palpant soigneusement les articulations du labrador. Vous avez fait un excellent travail en vous occupant de lui. Mais la vraie surprise, lorsque le vétérinaire passa un petit appareil le long du corps de Max,
s'arrêtant lorsqu'il émit un signal sonore en passant près du cou de l'animal. « Il a une micropuce », expliqua-t-il devant le regard interrogateur d'Isabelle. « C'est un dispositif d'identification implanté sous la peau. Ce n'est pas très courant dans les zones rurales, surtout chez les chiens plus âgés, mais cela devient une pratique standard dans les villes. Avec un petit lecteur portable, le vétérinaire réussit à extraire les informations contenues dans la micropuce. Un numéro d'enregistrement et le nom d'une clinique vétérinaire de la ville la plus proche, à environ 80 km de là. « Je peux passer quelques appels », proposa-t-il. « Découvrir qui étaient les propriétaires, peut-être comprendre pourquoi ils ont abandonné un animal âgé de cette façon. » Isabelle acquiesça. Mélange d'émotions tourbillonnant en elle. D'une part, elle ressentait de la colère en pensant aux personnes qui avaient jeté Max comme un vieil objet inutile. D'autre part, il y avait une curiosité, un besoin de comprendre les circonstances qui avaient conduit à cet acte de cruauté. 2 jours plus tard, le vétérinaire revint avec des informations surprenantes. La micropuce était enregistrée au nom d'une famille qui avait déménagé à la capitale régionale environ 3 mois auparavant, ce qui coïncidait avec l'époque où Max avait été abandonné. Grâce à des contacts à la clinique vétérinaire, il avait même obtenu un numéro de téléphone. « Je les ai appelés », avoua-t-il un peu hésitant. « Je me suis identifié comme le vétérinaire qui avait trouvé un labrador avec la micropuce enregistrée à leur nom. »« Et qu'ont-ils dit ?» demanda Isabelle sentant son cœur s'accélérer. Au début, ils ont semblé choqués, comme s'ils avaient vu un fantôme. Puis, l'homme a dit qu'ils avaient donné le chien à des parents à la campagne, qu'ils ne pouvaient plus s'en occuper dans la grande ville. Clairement un mensonge improvisé. Quand j'ai insisté, mentionnant le lieu et la date approximative, où le chien a été trouvé, il a raccroché. Isabelle absorba l'information en silence. Une partie d'elle voulait confronter directement ces personnes, les obliger à faire face aux conséquences de leurs actes, les forcer à voir comment leur vieux compagnon avait failli mourir à cause de l'abandon. Mais une autre partie, peut-être plus sage, savait que la confrontation mène rarement à la compréhension ou au repentir sincère. Ce qu'elle ne savait pas, alors qu'elle réfléchissait à la situation, c'est que le simple appel téléphonique du vétérinaire avait déclenché une réaction en chaîne. La famille, confrontée à la preuve que leur acte d'abandon avait été découvert, contacta la clinique vétérinaire, prétendant qu'il y avait eu un malentendu, qu'ils avaient laissé le chien temporairement chez des parents pendant qu'ils s'installaient dans la grande ville. L'histoire, cependant, ne convainquit pas la vétérinaire responsable de la clinique, qui connaissait Max depuis qu'il était chiot et soupçonnait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas lorsque la famille avait cessé de l'amener pour les consultations régulières, prétextant vaguement qu'il était à la campagne. Indignée, elle partagea le cas avec des collègues et sur les réseaux sociaux sans identifier directement la famille, mais détaillant l'abandon d'un patient âgé qui avait été fidèle pendant plus d'1 décennie. La publication, bien que discrète, fut partagée parmi les professionnels vétérinaires et les protecteurs des animaux. Bientôt, l'histoire du labrador âgé abandonné au bord d'une route de campagne commença à circuler largement, avec de plus en plus de détails, certains précis, d'autres exagérés par la transmission orale. Ce que personne n'avait prévu, c'est que ce récit finirait par croiser la campagne locale contre la construction de la route. Quelqu'un fit le lien. Le chien abandonné était le même qui vivait maintenant en compagnie du célèbre cheval sauvage, dans la zone menacée par le projet routier. Soudain, ce qui était une histoire locale sur la préservation de l'environnement gagna une dimension supplémentaire. Elle devint aussi une histoire de rédemption, de seconde chance, de liens improbables défiant la logique froide du rejet et du soi-disant progrès. 5 mois après l'abandon initial, la famille qui avait laissé Max au bord de la route se retrouva dans une situation inconfortable. Pressés tant par l'opinion publique que par des collègues et des voisins qui avaient découvert leur action, ils décidèrent de revenir dans la région, prétendant vouloir résoudre le malentendu et récupérer leur animal de compagnie. Leur arrivée à la petite propriété d'Isabelle généra une tension immédiate. L'homme, une silhouette corpulente à l'expression défensive, insistait que tout n'était qu'une erreur, qu'ils avaient laissé le chien temporairement sous la garde d'autres personnes, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de l'abandonner définitivement.
La femme, visiblement mal à l'aise, restait silencieuse, tandis qu'une adolescente, vraisemblablement la fille du couple, gardait le regard fixé au sol, comme si elle voulait disparaître. « Nous sommes venus chercher Max », annonça l'homme, après une tentative maladroite d'explication. « Il appartient à notre famille. » Isabelle mesura ces mots avec soin. Aucune loi ne pouvait les empêcher de récupérer leur chien, surtout avec la preuve de la micropuce. Mais son instinct de protection, le même qui l'avait poussé à soigner Max pendant sa maladie, criait maintenant en elle. « Peut-être devrions-nous demander à Max lui-même ce qu'il veut », suggéra-t-elle, essayant de garder une voix calme. « Venez avec moi. » À contre-cœur, la famille suivit Isabelle à travers un sentier qui serpentait dans les collines. En approchant de la clairière où Max et le cheval noir avaient l'habitude de séjourner, elle leur demanda de marcher silencieusement et de s'arrêter à une certaine distance. La scène qu'ils découvrirent resta gravée à jamais dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Le labrador âgé était couché tranquillement sur un lit d'herbe sèche, tandis que l'imposant cheval noir broutait à proximité, levant la tête occasionnellement comme pour vérifier le bien-être de son compagnon. C'était une image de paix et de confiance mutuelle, une alliance improbable forgée par l'adversité partagée. « Max !» appela l'homme, sa voix résonnant dans la clairière. Le labrador leva immédiatement la tête, les oreilles s'agitant en signe de reconnaissance. Pendant un instant, tout le monde retint sa respiration. Le chien regarda dans la direction de la voix, puis se leva lentement, ses articulations encore un peu raides malgré les soins reçus. Le cheval sauvage réagit également à l'appel, cessant de brouter, le corps entier tendu, attentif aux dangers potentiels. Max fit quelques pas hésitants dans la direction de la voix, puis s'arrêta, comme s'il était confus. L'homme appela, de nouveau, cette fois avec une intonation plus douce, presque suppliante. Le chien continua son avancée lente, la queue commençant à remuer timidement en signe de reconnaissance. L'adolescente, qui jusqu'alors était restée émotionnellement distante de la situation, éclata soudain en sanglots. « Max !» appela-t-elle aussi, sa voix étranglée par l'émotion. Ce second appel sembla éveiller quelque chose de plus profond chez le vieux chien. Son pas devint plus décidé, la queue remuant maintenant avec un enthousiasme indéniable. Il y avait de la reconnaissance dans ses yeux, la mémoire de liens tissés au fil des ans. Pendant un moment douloureux, Isabelle sentit son cœur se serrer. Elle était sur le point de perdre non seulement le chien qu'elle avait aidé à sauver, mais aussi une partie importante de l'histoire extraordinaire qui s'était développée sous ses yeux. Qu'adviendrait-il du cheval sauvage lorsque son improbable compagnon partirait? Retournerait-il à sa solitude antérieure? Permettrait-il de nouveau l'approche humaine? Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Max, après avoir avancé encore quelques pas en direction de ses anciens maîtres, s'arrêta brusquement. Il tourna la tête, regardant en arrière, vers le cheval noir qui observait la scène avec une tension évidente. Pendant de longues secondes, le vieux chien parut divisé, pris entre le passé et le présent, entre les liens anciens et nouveaux. Puis, à la stupéfaction générale, il fit demi-tour. Non pas avec l'hésitation d'avant, mais d'un pas décidé, retournant auprès du cheval sauvage, s'asseyant à ses côtés comme pour déclarer silencieusement son choix. Le silence qui suivit fut dense, chargé d'émotions complexes. Il fut brisé par la voix tremblante de l'adolescente. « Il ne veut pas revenir avec nous. »« C'est ridicule, » répondit le père en avançant de quelques pas. « Ce n'est qu'un chien, il ne comprend pas ce qu'il fait. » Mais ses paroles sonnaient creux, même à ses propres oreilles. L'image des deux animaux côte à côte, l'imposant cheval sauvage et le vieux labrador, portait une éloquence qu'aucun argument humain ne pouvait contester. Ce fut à ce moment chargé de tension qu'une nouvelle voix entra dans la conversation. Un homme âgé qui accompagnait le groupe à distance s'approcha lentement. C'était le père Antoine, l'un des derniers représentants des anciennes familles de la région, respecté tant pour sa connaissance des traditions locales que pour sa sagesse pratique. « Depuis mon enfance, commença-t-il, sa voix posée mais ferme, nos anciens ont une croyance. Nous disons que lorsqu'un animal choisit son propre chemin, allant à l'encontre de ce que nous attendons de lui, c'est parce qu'il suit un appel plus profond. Un but que nous, les humains, ne comprenons pas toujours.
L'homme de la ville ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans la dignité sereine de l'ancien le fit hésiter. « Regardez bien », continua le père Antoine en désignant les deux animaux. « Votre chien n'est ni abandonné ni souffrant. Il a trouvé un compagnon, un protecteur, peut-être même une mission. Le forcer à quitter cela serait comme arracher une plante au milieu de sa plus belle floraison. » Les paroles du vieil homme, bien que simples, portèrent le poids de la sagesse accumulée par des générations. Elles évoquaient une vision du monde où les animaux n'étaient pas seulement des propriétés, mais des êtres ayant droit à leur propre choix et connexion. La famille urbaine, confrontée non seulement à la réticence évidente de Max à quitter son nouveau compagnon, mais aussi à la sagesse ancestrale exprimée par le père Antoine, se trouva face à un dilemme moral qu'elle n'avait jamais anticipé en décidant de revenir. Récupérer son chien. Ce fut l'adolescente qui verbalisa finalement ce que tous commençaient à ressentir. « Il est heureux ici, n'est-ce pas? Plus heureux qu'il ne le serait avec nous dans le petit appartement, seul toute la journée pendant que nous sommes absents. » Ces paroles, chargées d'une honnêteté douloureuse, semblèrent dissiper la tension. La mère, qui était restée silencieuse jusqu'alors, posa une main sur l'épaule de son mari. Elle n'eut pas besoin de parler. Son regard communiquait tout. Ce moment de reconnaissance, d'acceptation réticente d'une vérité inconfortable, marqua un tournant non seulement dans l'histoire de Max et du cheval sauvage, mais aussi dans la campagne pour protéger cette zone de la construction de la route. La famille qui avait autrefois abandonné le vieux chien, confrontée aux conséquences inattendues de son action et touchée par l'extraordinaire relation qui s'était développée, devint une alliée improbable dans la lutte pour préserver l'habitat naturel où Max vivait désormais. « Que pouvons-nous faire pour aider ?» demanda l'homme à Isabelle avant de partir. Sa voix, autrefois défensive, portait maintenant le ton de quelqu'un qui cherche la rédemption. Cette simple question ouvrit la voie à une collaboration inattendue. L'homme étant avocat dans la capitale régionale, ses connaissances juridiques et ses contacts professionnels devinrent des ressources précieuses dans la bataille complexe contre le projet routier. La famille, tentant peut-être de compenser l'abandon antérieur, s'engagea à rendre visite régulièrement, apportant des provisions pour Max et contribuant aux efforts de préservation. Au 5e mois après l'abandon initial, Isabelle eut une idée qui transformerait définitivement le cours des événements. Inspirée par l'histoire extraordinaire dont elle avait été témoin, elle proposa de transformer une partie de sa propriété en un sanctuaire pour animaux abandonnés, un refuge où d'autres Max pourraient trouver une seconde chance. L'idée gagna le soutien immédiat de la communauté locale, déjà mobilisée par la cause environnementale et l'histoire touchante du cheval et du chien. Des bénévoles apparurent, offrant leur travail, des matériaux, des connaissances techniques. Parmi eux, étonnamment, se trouvait la famille même qui avait abandonné Max. Leur implication, bien qu'initialement vue avec méfiance par certains, portait un puissant symbolisme de repentir et de rédemption. Les premiers nouveaux résidents du sanctuaire arrivèrent quelques semaines plus tard. 3 chats âgés abandonnés à la mort de leur maîtresse, un cochon avec une patte handicapée qui avait échappé à l'abattoir, quelques poules sauvées d'un élevage industriel. Isabelle observait, émerveillée, comment le cheval sauvage semblait presque comprendre le but de l'endroit, se tenant toujours alerte mais permettant l'approche des autres animaux, comme s'il avait assumé le rôle de gardien de ce refuge improvisé. Max, quant à lui, semblait rajeunir dans sa fonction d'ambassadeur, le premier à accueillir les nouveaux résidents, remuant la queue en signe de bienvenue, les guidant sur le terrain avec une patience presque paternelle. L'histoire du sanctuaire et de ses improbables fondateurs, une agricultrice têtue, un chien abandonné et un cheval sauvage, commença à se répandre au-delà des limites de la petite communauté rurale. Des journalistes de médias plus importants apparurent, attirés par le récit inhabituel. Des reportages furent publiés, d'abord dans les journaux régionaux, puis dans des magazines à diffusion nationale. Ce fut l'un de ces reportages qui, par un hasard extraordinaire, parvint entre les mains d'une haute fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Cette femme, qui avait grandi dans une petite communauté rurale similaire avant de faire carrière dans la capitale, se sentit profondément touchée par l'histoire. Plus important encore, elle reconnut immédiatement la valeur écologique et culturelle de ce lopin de terre
qui était sur le point d'être détruit pour faire place à une route. Utilisant sa position et ses connaissances techniques, elle lança un processus de réévaluation du projet routier, soulignant non seulement la biodiversité locale, mais aussi la valeur culturelle et éducative que le sanctuaire nouvellement créé représentait. Elle s'appuya sur une ancienne loi régionale, presque oubliée, qui valorisait les traditions culturelles liées à la coexistence harmonieuse entre les humains et la nature. Tradition que le sanctuaire avait revitalisée de manière si éloquente. 6 mois après l'abandon initial de Max, alors que les pâturages secs de la fin de l'automne avaient cédé la place au vert vibrant du printemps, une décision officielle fut annoncée. Le tracé de la route serait modifié, préservant la zone du sanctuaire et ses environs. La victoire, bien que partielle dans le contexte plus large de la lutte pour la préservation de l'environnement, était significative. Un moment rare où le petit triomphait du grand, où des valeurs comme la compassion et le respect de la nature l'emportaient sur la logique purement économique. Le jour où la nouvelle arriva, Isabelle s'assit sur la terrasse de sa maison, observant le coucher de soleil doré sur les collines préservées. Au loin, elle pouvait voir le cheval noir et le vieux labrador se reposant côte à côte à l'ombre d'un arbre feuillu. D'autres animaux sauvés broutaient ou se reposaient à proximité, formant un tableau de paix qui contrastait profondément avec la menace qui planait sur les lieux quelques semaines auparavant seulement. Réfléchissant aux événements extraordinaires de ces 6 mois, elle comprit qu'elle avait été témoin de quelque chose de rare et de précieux. Une chaîne de compassion qui avait commencé par un improbable acte de bonté entre espèces différentes et s'était étendue pour inclure une communauté entière. Ce qui avait commencé comme une tragédie, l'abandon cruel d'un animal âgé, s'était transformé en une histoire de rédemption, de nouveaux départs, de connexions inattendues qui changèrent des vies. Peut-être, pensa-t-elle, était-ce là la vraie leçon de ce voyage extraordinaire, que même dans les moments les plus sombres, lorsque nous semblons abandonnés au bord de nos propres routes métaphoriques, il existe la possibilité de trouver des alliés inattendus, de forger de nouveaux liens, de découvrir des buts que nous n'aurions jamais imaginés. Le soleil poursuivit sa descente majestueuse, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Bientôt, ce serait la nuit, mais contrairement à cette nuit solitaire 6 mois plus tôt, où un vieux chien tremblait de froid et de peur au bord, d'une route, cette nuit serait marquée par la sécurité des liens formés, des batailles gagnées, d'un avenir préservé non seulement pour 2 animaux improbables, mais pour tous ceux qui trouveraient refuge sur ce petit lopin de terre qui avait résisté, et qui sait. Peut-être qu'un jour, lorsqu'un autre être se trouverait perdu, abandonné, sans espoir, cette histoire pourrait servir de rappel que la compassion peut surgir des endroits les plus inattendus, que des liens profonds peuvent se former entre les êtres les plus différents, qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Isabelle sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Le vent doux du printemps apportait avec lui l'arôme des fleurs sauvages et des promesses tenues. La nuit qui approchait n'était pas une fin, c'était juste le début d'un nouveau chapitre dans une histoire qui continuerait à s'écrire, jour après jour, par des pattes, des mains et des cœurs unis par quelque chose de plus fort que toute différence. La simple et profonde capacité de se soucier de l'autre.